Alors, je sais pas trop dans quoi je me lance, mais avant de commencer cette vidéo, sachez plusieurs choses. De une, je donnerai mon avis à la fin de ce sujet très complexe où personne ne détient la vérité, donc soyez patients. De deux, prévoyez une ou plusieurs boîtes de Doliprane car je vais balancer un max d'infos et un max de théories et d'avis sur ce sujet. Et de trois, soyez aimables dans les commentaires, ne tapez pas sur les autres qui ne sont pas de votre avis, que ce soit les optimistes ou les pessimistes. C'est ok pour tout le monde? Alors c'est parti. En juin dernier, nous avons eu le centenaire des 24 heures du Mans, et comme tout le monde le sait, Ferrari a remporté sa 10e victoire au Mans, et c'était fabuleux. La Ferrari 499P a remporté la classique Mansell dès sa première participation, ce qui est un très bel exploit, surtout quand ils affrontent Toyota, invaincu depuis 2018 sans véritable concurrence, et surtout une équipe des pilotes et une voiture ultra expérimentée. Mais ce qui est étrange, c'est que c'est la seule course de la saison que Toyota n'a pas gagnée, que dis-je, dominée. Et pour beaucoup, cela est à cause de ce qu'on appelle la BOP. La balance de performance. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qu'est la BOP et on va essayer de voir si on a fait en sorte que Ferrari gagne les 24 heures du Mans 2023. Vous êtes prêts? C'est parti! Déjà, pour comprendre tout ça, on va essayer de comprendre ce que représente le centenaire des 24 heures du Mans dans le sport automobile. Les 24 heures du Mans, c'est l'une, si ce n'est la course la plus prestigieuse du calendrier du sport automobile. On y a vu les plus grands pilotes et les plus grandes voitures s'y affronter de jour comme de nuit. Et les plus grandes innovations de l'automobile ont été testées et approuvées sur la route départementale 338, plus connue sous le nom des Unaudières. Et fêter le centenaire de cette course est très important pour le prestige et pour la gloire. Mais à la fin des années 2010, l'ACO rencontre un problème. Il n'y a plus de concurrence sérieuse aux 24 heures du Mans. Et cela pose problème pour le centenaire des 24 heures du Mans qui approche à grands pas. Car oui, depuis les départs d'Audi et de Porsche respectivement en 2016 et 2017, le géant japonais Toyota se retrouve tout seul, sans concurrence. Même si on a essayé d'amener des petites concurrences, ça n'a pas du tout marché, car les deux Nippon étaient vraiment un cran au-dessus de tout le monde. Ils ont gagné tous les 24 heures du Mans de 2018 à 2022 compris. Du coup, la CO commence à imaginer un nouveau règlement pour la catégorie Rennes qui se nommera Hypercar. Elles sont moins rapides que les LMP1 et donc moins coûteuses et donne énormément de liberté aux constructeurs sur la technologie utilisée, le visuel, et ça permet une plus grande attraction pour les constructeurs. Dans le même temps, l'ACO dévoile un règlement en commun avec l'IMSA, le championnat d'endurance américain, pour créer des voitures qui permettront de faire les deux championnats en même temps, et donc de participer aux deux plus grands championnats d'endurance au monde. Et ce règlement, il se nomme LMDH. Suite à cette annonce en 2019, énormément de constructeurs veulent se joindre à la fête, et se promettent tous une date pour arriver, 2023, pile poil pour le centenaire des 24 heures du Mans. Du coup, début de saison 2023, Toyota ne se retrouve plus seul et doit désormais affronter Porsche, Peugeot, Ferrari, Glickenhaus, Evanwall et Cadillac pour la victoire au général. C'est lunaire. Mais on a un problème. Vu que toutes les voitures ont ramené des technologies différentes, il est quasiment impossible de faire en sorte que ces voitures soient égales en termes de performance, alors que c'était la promesse de ce règlement Hypercar. Du coup, on a trouvé un nouveau système qui s'appelle la BOP, ou la Balance of Performance. La Balance de Performance, ou la BOP, ça permet de balancer les performances. En gros, pour faire simple, les performances des voitures sont calculées grâce à des capteurs que la FIA et la CO ont pour permettre ensuite d'équilibrer du mieux possible les performances. Cela demande une chose également, que tous les constructeurs jouent le jeu pour que les mesures soient les bonnes. La BOP peut influencer sur plusieurs critères. Le poids de la voiture, sa puissance, le taux d'énergie qu'elle peut utiliser pendant un relais. Le taux d'énergie, c'est à peu près l'équivalent de l'essence plus le système électrique du moteur. Et également la vitesse à laquelle les voitures peuvent déployer leur moteur électrique si elles en ont un. Au début de la saison 2023, la CO dévoile une BOP et ils le disent, cette BOP ne changera pas pour les 4 premières courses de la saison que sont Sebring, Portimao, Spa et les 24 heures du Mans. Donc le seul moment où la BOP qui a été annoncée pour être changée, ce sera après les 24 heures du Mans. Il faut bien retenir ça. Par contre, ils pourront modifier une chose qui s'appelle la BOP plateforme. En gros, c'est une BOP, mais à la place que ce soit entre chaque voiture, c'est entre les LMDH et les LMH, pour équilibrer les performances entre ces voitures. Mais sur papier, c'est impossible de faire en sorte que chaque voiture soit équivalente. Bah oui, comment faire en sorte qu'une voiture avec un V6 biturbo sans aileron arrière, qui fonctionne avec l'effet de sol, se batte de manière équivalente avec un V8 atmosphérique avec un design plus traditionnel? Le règlement est certes libre, mais il y a certaines règles à respecter. Chaque hypercar doit peser 1030 kg de base.
base, et le moteur doit faire 680 chevaux. Ensuite, d'un point de vue aérodynamique, la voiture doit rentrer dans une fenêtre de performance, pas trop élevée, ni trop faible. Pareil pour la consommation en essence et la dégradation des pneus. Donc le règlement hypercar est extrêmement libre, mais il faut quand même rentrer dans certaines cases pour faciliter le travail de la FIA et de la CO avec la BOP. Bon, je pense que maintenant vous avez compris comment fonctionnait la BOP. Et donc à la première course à Sebring, on retrouve logiquement Toyota seule en tête, car la voiture est la seule à ne pas être nouvelle, tout le monde connaît la voiture, donc oui, elle domine. Elle a également dominé à Portimao et à Spa-Francorchamps. Mais parmi les nouvelles voitures, il y en a une qui est vraiment en embuscade et est la candidate la plus sérieuse pour embêter les Toyota. Elles ont même fait la pole position par surprise à Sebring. Cette voiture, c'est la Ferrari 499P. Depuis l'annonce du règlement Hypercar en 2019, beaucoup de grands constructeurs annoncent qu'ils se joindront à la fête. Aston Martin, Peugeot, Porsche et Audi sont les premiers constructeurs à dire « Oui, le règlement Hypercar, ça nous intéresse ». Puis ensuite, les planètes se sont alignées. Pour réduire la différence de performance entre les top teams et les petites écuries, la F1 décide d'intégrer un budget cap. Et donc, les grosses écuries que sont Mercedes, Ferrari et Red Bull ne peuvent plus dépenser 400 millions chaque année dans leur voiture et le budget tourne autour des 150 millions. Ce qui fait que les grandes écuries, elles ont quasiment 250 millions de budget en trop. Et donc, le 24 janvier 2021, c'est au tour de Ferrari d'annoncer ce retour en hypercar. Et c'est un grand choc dans le monde de l'endurance. Ferrari n'avait pas roulé en catégorie reine depuis 1973, il y a 50 ans. Je me souviens encore de cette annonce, c'était fou. Parce que Ferrari au Mans, c'est une très longue histoire d'amour. La marque au cheval cabré a remporté 9 fois les 24 heures du Mans entre 1949 et 1965. 1949 était d'ailleurs la première fois que l'on voyait Ferrari dans la Sarthe. En plus de ces 9 victoires, Ferrari a remporté de nombreuses fois le Mans dans les sous-catégories, surtout en GT. Ferrari est aussi le plus grand nom de la Formule 1, avec le record du nombre de victoires, de pôles, de podiums, de titres pilotes et constructeurs. On peut donc dire que le plus grand nom du sport automobile, c'est Ferrari. Comme le dirait d'ailleurs Enzo Ferrari, demandez à un enfant de dessiner une voiture de course, il la coloriera en rouge. Le 6 juillet 2022, on aperçoit pour la première fois en test la future hypercar sur le circuit de Fiorano. Et la première chose qui fait parler, c'est la taille massive de l'aileron arrière qui est juste impressionnant. Et c'est le 29 octobre 2022 que la Ferrari 499P est présentée officiellement avec sa livrée très rétro qui rappelle les années 70 et ça rend super bien. Si on regarde bien la voiture de plus près, on peut remarquer qu'elle est aérodynamiquement assez impressionnante. Mais surtout une chose, elle a des espèces d'équerres à la verticale qui sont placés face à la route. C'est-à-dire que logiquement, ces équerres ralentissent la voiture. C'est un peu contre-productif, non? C'est là où je voulais en venir dans les voitures doivent rentrer dans une certaine fenêtre de performance. En gros, ils ont dû ralentir la voiture car elle était trop rapide. Ils ont donc placé des équerres un peu partout pour ralentir la voiture. Je vous rappelle que plus une voiture est aérodynamique par rapport à une autre qui a la même puissance, et cette voiture ira beaucoup plus vite en ligne droite. Plus une voiture est aérodynamique, plus elle est rapide. Et plus elle tient la route. Donc quand on voit cette voiture et quand on voit ce profil aérodynamique, on se dit une chose, cette voiture est taillée pour aller très vite. D'ailleurs, sur le début de saison, sur les 3 premières courses de la saison, on remarque une chose, c'est que la Ferrari 499P, c'est l'hypercar la plus rapide de toutes. On remarque aussi une chose sur la performance de l'italienne, c'est l'hypercar qui a le plus de mal à faire chauffer ses pneus. Surtout que depuis 2023, les couvertures chauffantes pour chauffer les pneus avant qu'ils les mettent sur la voiture sont maintenant interdits. Ce qui fait que les premiers tours de course, il faut que les pilotes chauffent eux-mêmes leurs pneus. Ce qui fait qu'ils sont extrêmement lents. Et la Ferrari 499P paraît être la voiture qui a le plus de mal à chauffer ses pneus. Elles mettent beaucoup plus de temps à le faire et en plus elles sont beaucoup plus lentes que la concurrence. Et c'est l'un des énormes points faibles de la Ferrari. La preuve, Antonio Fuoco s'est sorti au tout début de son relais à Spa à cause de ça. Et autre point faible qu'elle a également du mal à garder ses pneus dans une bonne fenêtre de performance. Elle dégrade extrêmement vite et elle a du mal à garder ses pneus en vie pendant très longtemps. La fin de relais pour une Ferrari 499P, c'est très compliqué. Mais on peut compter sur les équipages de fous que les deux Ferrari ont, des pilotes GT expérimentés qui ont déjà gagné le WEC et le Mans GTE Pro, et aussi des pilotes de monoplace très talentueux, mais aussi une équipe AF Corse ultra expérimentée dans le monde de l'endurance. Donc récapitulons ce qu'est sur le papier la Ferrari 499P. Elle a 2 points forts majeurs, une vitesse de pointe de fou furieux et une équipe ultra rodée. Et elle a 2 points faibles majeurs, la chauffe des pneus et la dégradation. Ces problèmes font que la voiture, sur les 3 premières courses de la saison, fait des qualifs exceptionnels. Elle a même signé la pole à Sebring et elle a presque fait la pole à Spa, mais le tour a été annulé pour dépassement des limites de la piste. Mais en performance de course, elle est moindre et les Toyota prennent vraiment l'avantage. Sur les 3 premières courses de la saison, Ferrari monte à chaque fois sur le podium. Les 2 premières fois à Sebring et à Portimao, c'est la numéro 50 de Miguel Molina, Antonio Fuoco et Niklas Nielsen. Et à Spa-Francorchamps, c'est la numéro 51 d'Antonio Giovinazzi, James Calado et Alessandro Pierguidi qui est monté sur le podium.
Cette voiture d'ailleurs a manqué beaucoup de chance sur le début de saison, sur les 2 premières courses, ce qui les a empêché d'avoir un très bon résultat. Mais après, à Spa-Francorchamps, il est vrai que si la numéro 50 d'Antonio Fuoco s'était pas sortie, et ben je pense pas qu'elle aurait fait de podium. Au classement du championnat après les 3 premières courses de la saison, on a Toyota qui domine, Ferrari en embuscade, Cadillac et Porsche qui s'amusent un peu derrière, Peugeot, Glickenhaus et Van Wall sont un peu à la ramasse. Bon, vous avez tout le contexte pour aborder le prochain morceau, les 24 heures du Mans 2023. Avant la course, on se dit tous une chose, Toyota est extrêmement favori et Ferrari sera son challenger numéro 1. Ça c'est sûr. Mais après, si on fait le point sur le tableau des points forts et des points faibles de la Ferrari, on remarque vite quelque chose. Son point fort, c'est la vitesse de pointe. Et le circuit du Mans est le plus rapide de la saison avec le plus grand pourcentage de pleine charge et la plus haute vitesse de moyenne de la saison. Ok. Donc son point fort est très renforcé sur le circuit du Mans. Mais du coup, vu que c'est un circuit de pleine charge, les pneus ne se dégradent pas beaucoup, sauf à certains endroits très clés de la course, genre Mulsanne, Indianapolis et les S-Porsche en tête. Ok, donc un de ses plus grands points faibles est un peu diminué. Très bien. Ah oui, et aussi, l'ACO, pour éviter que la course soit un carnage avec tous les pilotes amateurs, autorise les couvertures chauffantes pour les pneus. Ce qui veut dire que les pilotes peuvent être à fond dès le tour d'entrée. Ah oui. Donc si je calcule bien, on enlève quasiment les 2 énormes points faibles de la voiture et on amplifie sa plus grande qualité. Donc moi, avant le Mans, j'avais compris quelque chose. Ferrari, c'est pas des simples challengers. Pour moi, c'est autant des Ferrari qu'au Toyota. Le seul truc où Toyota a un vrai avantage, c'est l'expérience et la fiabilité. Parce que Ferrari n'a jamais fait de course de 24 heures, donc c'est pour ça que je les mettais un peu en dessous. Je mettais quand même Toyota grand favori de la course. On est à 2 semaines de la course, on est à 1 semaine de la première journée d'essai, et là, coup de tonnerre, alors qu'ils avaient promis qu'ils la modifieraient pas, l'ACO change la BOP. C'est assez scandaleux, je trouve. Et au moment où c'est annoncé, ça fait vraiment un bad buzz, les gens critiquent l'ACO, et à juste titre. Ils avaient dit qu'ils la modifieraient pas. Ils ont pas tenu leur promesse. Et sur cette BOP, 2 voitures sont énormément pénalisées. La Toyota qui prend 37 kg de plus et la Ferrari qui en prend 24 de plus. La Cadillac prend 11 kg et la Porsche 3. Les 3 autres voitures ne sont pas touchées. Il y en a qui se disent « Oui, mais 37 kg c'est rien sur une voiture qui en pèse 1030, non ?» Bah en vrai, si. Une Toyota GR010 c'est 5 mètres de long, 2 mètres de large et 1,20 m de haut. Pour comparaison, une Clio 4 c'est 4 mètres de long, 1,70 m de large et 1,4 m de haut. Pour 200 kg de plus. Une hypercar, c'est visuellement monstrueux, mais c'est 200 kg plus léger qu'une Clio. Et ça fait 600 chevaux de plus. Et dans votre Clio, quand vous emmenez quelqu'un à côté, et bah vous la sentez la différence à l'accélération, c'est un peu plus dur. Et bah imaginez maintenant sur une voiture de course qui roule à 350 km/h. La différence est énorme. Alors j'ai pas trouvé la véritable différence de performance entre un tour avec ou sans les 37 kg en plus de la Toyota, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je peux penser qu'ils sont quand même assez énormes. L'ACO explique son choix sur l'ajustement de la BOP parce que les différences de performance entre les hypercars étaient plus importantes que prévu, ce qui était le cas, c'est vrai. Mais bon, t'étais censé tenir ta promesse, gentil ACO. Et du coup, parlons des résultats des essais et de la course au Mans, et ben Ferrari fait la pole, très loin devant les Toyota, et Ferrari remporte la course devant Toyota et Cadillac, comme tout le monde le sait. Mais maintenant, est-ce que cette victoire de Ferrari est réellement due à ce changement de BOP ? On va essayer de voir ça d'un peu plus près. Déjà, oui, la Toyota en effet s'est pris 37 kg de plus de BOP, mais est-ce que c'est 37 kg de différence face à la Ferrari ? Eh ben non, vu que la Ferrari s'est pris 24 kg, il n'y a que 13 kg d'écart par rapport à la BOP de début de saison. Donc cet écart de poids ne justifie pas les 1,5 secondes d'écart avec le tour de la pole entre la meilleure Toyota et la meilleure Ferrari. Mais aussi, la course a été très complexe à gérer pour tout le monde à cause de la météo très capricieuse, mais aussi de toutes les interruptions de début de course. Le scénario de cette course a été imprévisible et clairement personne ne pouvait s'y attendre. La victoire de Ferrari pour moi a été un concours de circonstances assez énorme. Le Mans et sa durée de cette course permet des scénarios de fous furieux et permet donc une imprévisibilité qui fait que oui, Ferrari n'a pas gagné grâce à la BOP, mais un peu grâce à la chance. Il faut l'admettre. Alors oui, avoir la meilleure voiture, ça aide, je l'admets. Car oui, comme je l'ai dit au début, c'est vrai que sur le circuit du Mans, ses avantages sont renforcés et ses petits défauts d'usure de pneus et de chauffe des pneus, ils n'existent plus. Et oui, la BOP l'a un petit peu aidé à rattraper celle qui devait être vraiment en tête, qui est la Toyota. Mais il ne suffit pas d'avoir la meilleure voiture pour gagner les 24 heures du Mans. Toyota en 2017, en 2016, en 2014, Audi en 2015, Peugeot en 2010, en 2008, et Mercedes et Toyota en 1998 et 1999. Et des exemples comme ça, j'en ai plein d'autres. Parce que, en vrai, si Rio Hirakawa ne s'étaient pas sortis à 1h30 de la fin, Toyota aurait gagné à cause des problèmes de la 51 dans les stands. Si la Toyota numéro 7 n'avait pas abandonné, elle aurait sûrement été dans les prétendantes à la victoire et serait peut-être passée en tête avec les problèmes de la 8 et de la 51. Mais si la 51 ne s'était pas sortie à la première chicane durant la nuit, la numéro 7 n'aurait pas abandonné à cause de la slow zone et peut-être que l'avance de la 51 aurait été plus grand. Sur une course d'1h30, j'aurais dit ok.
Elle a gagné parce que il y a la BOP. Mais là, on parle d'une course qui dure 24 heures. Comment voulez-vous que la performance d'une voiture soit le seul argument qui fait qu'on a gagné une course de 24 heures? Donc pour moi, non. Ferrari n'a pas gagné Le Mans grâce à la BOP. Elle a peut-être un peu aidé, mais elle a gagné parce que elle a eu quand même beaucoup de chance. Mais aussi pas mal d'expérience et de maturité. Qui ici n'aurait pas paniqué à 30 minutes de la fin si ta voiture est à l'arrêt et que tu dois manipuler des boutons sur ton volant? Qui ici n'aurait pas paniqué comme Alessandro Pierguidi ne l'a pas fait? Par contre, je vais finir sur une chose. Est-ce que Ferrari est le plus grand gagnant dans l'histoire? Pour moi, le plus grand gagnant, c'est l'ACO et la FIA. Je m'explique. Si on prend le point de vue de l'ACO 2 minutes, qu'est-ce qui est le plus vendeur? Que Toyota gagne un 6e succès de suite ou que Ferrari gagne son 10e succès presque 60 ans plus tard dès sa première année de participation? Personnellement, ça ne m'aurait pas dérangé que Toyota gagne l'année dernière. Ça aurait fait fermer la gueule à beaucoup de personnes qui critiquent la marque de ne pas avoir gagné avec le mérite entre 2018 et 2022, la mienne comprise. Mais clairement, le dimanche 11 juin à 16h l'année dernière, la victoire de Ferrari, c'était légendaire en termes d'émotion. Le problème, c'est que d'un point de vue histoire et marketing, ça fait beaucoup plus vendre. Et donc l'ACO a pour beaucoup de monde gâché la fête à cause de cet ajustement de la BOP. La victoire de Ferrari au Mans, c'est pas l'une des actualités du sport automobile qui a fait le plus parler en 2023. Bien sûr que ça valait le coup de ralentir les Toyota, mais le problème, c'est qu'ils avaient dit qu'ils allaient pas toucher à la BOP avant le Mans. Et ça, beaucoup de gens le pensent, et à raison. La seule chose qui pouvait changer, c'était la BOP plateforme entre les LMH et les LMDH, qui étaient, en plus de ça, un peu plus en retrait en début de saison. Mais il ne faut pas oublier que l'ajustement de la BOP qui a eu 2 semaines avant les 24 heures du Mans, Ferrari a pris cher aussi. Ils ont pris 24 kilos. C'est énorme. Beaucoup de gens disent aussi que les performances se sont rapprochées entre les voitures grâce à ces ajustements et que sans ça, on n'aurait jamais eu de Peugeot en tête ou encore la Porsche du team Jota. Beaucoup d'autres personnes disent qu'on devrait mettre le sport en avant et pas le spectacle. Que normalement, le constructeur qui a le mieux bossé, ça devrait être celui qui a le plus de chances de gagner. Et donc que ce système de BOP, d'équilibre de performance, c'est un blasphème dans le monde du sport automobile. Mais cette BOP, elle a un avantage, c'est le contrôle des coûts. Parce que clairement, la chasse à la performance, c'est un trou monstrueux d'un point de vue économique. Pourquoi, à votre avis, Porsche et Audi sont partis en 2016 et 2017? C'est pas parce qu'ils gagnaient tout, c'est parce que ça devenait beaucoup trop cher. La chasse à la performance, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Et c'est un jeu, à partir de 2018, où seul Toyota voulait jouer. Donc c'est normal que ce soit les seuls à gagner, puisque c'est les seuls à jouer le jeu. Aujourd'hui, on est dans un contrôle des coûts et des performances. Et l'attraction de la catégorie hypercar par autant de constructeurs est due à ces coûts moindres, mais aussi à une promesse des équipiers et des chances. Maintenant, c'est à l'ACO de gérer. C'est à l'ACO de tenir ses promesses, de ne pas modifier la BOP à des moments où ils ont dit qu'ils ne devraient pas la modifier, et surtout que tout le monde ait autant de chances de réussir que les autres. Si jamais des constructeurs se sentent trahis par la BOP, ils vont partir, ils vont jamais rester. Et c'est le risque qui est pris si on pénalise trop les personnes qui ont fait en sorte que le championnat survive. Et oui, là je parle de Toyota. Et non, il n'y a pas de solution miracle. Parce que si jamais il y a des constructeurs qui se sentent trahis par la BOP, ils vont partir. Donc on se dit, on va enlever la BOP, comme ça ils n'ont pas de raison de partir. Mais si on enlève la BOP, on arrive dans une chasse à la performance, et donc à une augmentation drastique des coûts, et donc à une diminution du nombre de participants. Donc il faut que tout le monde joue le jeu. Il faut que les constructeurs soient justes avec le système de la BOP, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas cacher leur jeu pour que la BOP soit équitable et fonctionne réellement, mais il faut aussi que l'ACO garde ses promesses, fasse ses promesses. Ils ne peuvent pas modifier leurs propres règles au milieu du championnat, parce que là, clairement, les constructeurs vont se sentir trahis. Donc voilà ma conclusion. Non, Ferrari n'a pas gagné les 24 heures du Mans grâce à la BOP. Il faut arrêter de voir des complots partout. Cet ajustement a peut-être un tout petit peu permis de réduire les écarts de performance et a peut-être participé à un meilleur spectacle durant les 24 heures du Mans 2023. Ce n'est pas la seule variable à prendre. La météo et les safety cars ont beaucoup joué sur ce scénario de fou. Par contre, oui, je suis d'accord, l'ACO n'aurait jamais dû modifier la BOP quand ils avaient promis de ne pas le faire. Si on veut que le championnat du monde d'endurance, le WEC, soit aussi beau qu'aujourd'hui à moyen voire long terme, il faut que l'ACO ne modifie pas ses propres règles et du coup qu'elle tienne ses promesses. C'est aussi aux constructeurs de jouer le jeu en ne frayant pas et en ne faisant pas de sandbagging pour s'avantager pendant les calculs de la BOP. La course d'endurance n'est pas la guerre à celui qui est le plus rapide, mais c'est la guerre à l'écurie qui survit le mieux, qui est la plus rigoureuse, que ce soit dans le pilotage
ou la stratégie. Avoir un avantage de 3 dixièmes par tour en rythme de course sans le trafic, c'est ridicule dans le monde de l'endurance. À la place de crier au scandale, profitons de ce putain d'âge d'or que nous sommes en train de vivre. Et monsieur Pierre Fillon, si jamais vous écoutez ce que je dis, tenez vos promesses. Même si au départ vous faites des erreurs dans les calculs de la BOP, ça peut arriver. Mais ce n'est pas grave, vous avez promis de ne pas modifier la BOP avant les 24 heures du Mans, vous ne la modifiez pas avant les 24 heures du Mans, même si c'est pour le spectacle. Parce que clairement, je comprends la déception de Toyota d'avoir 4 packs d'eau en plus dans sa voiture. Moins d'erreurs comme celle-là seront faites, mieux le championnat se portera, plus l'âge d'or durera, et donc tout le monde sera content. Donc merci de ne plus faire d'erreurs. Allez, salut!